bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis pianiste conférencier, je suis diagnostiqué porteur du syndrome d'Asperger et ce sont les deux pôles en fait de ce que j'essaie de défendre, à savoir l'intégration de profils de personnes neuroatypiques avec ce genre de profil porteur d'autisme sur le spectre de l'autisme qui est assez large à vrai dire, et l'épanouissement par la culture notamment musicale, la culture artistique. Et si en fait j'ai eu besoin d'ajouter une dimension de conférencier à ma démarche de pianiste classique, c'est que en fait quand j'arrivais en cours, souvent je travaillais et quand j'arrivais en concert, j'avais pas forcément assez travaillé, j'avais un peu honte. Et d'une certaine manière, cette honte a fait ressortir deux choses. Elle a fait ressortir que en fait, je suis arrivé à mieux déchiffrer dans l'instant des choses que je n'avais pas forcément assez explorées. Donc j'étais tellement mal à l'aise que paradoxalement, j'arrivais à faire des miracles parce que je voulais vraiment pas que ça se voit que je n'avais pas été forcément à la hauteur de ce qu'on aurait pu demander pour un conservatoire, par exemple. Et aussi, quand j'arrivais en concert, après c'est peut-être le syndrome de l'imposteur, en plus du syndrome de l'Asperger. Mais j'arrivais devant le piano et je regardais le public, et j'avais tellement de trac que je me suis mis à parler. Et a priori, ce que je disais, c'était pas si idiot que ça, puisque vraisemblablement, j'ai pu après en faire même des conférences de ces mots à bâton rompu sur les compositeurs. Je retardais à chaque fois le moment où j'allais me mettre au clavier pour, entre guillemets, me mettre le public, entre guillemets, dans un peu dans la poche, quoi, puisque je me sentais pas forcément en mesure. Et puis ça m'a donné aussi confiance en moi. Alors on dit justement qu'une personne autiste, justement ou injustement, ne parle pas. C'est un peu par mes connaissances. Et un peu beaucoup même par mes connaissances. Parce que comme je l'ai évoqué il y a quelques instants, le spectre de l'autisme, il est plutôt très large. Il y a des personnes qui sont effectivement non-verbales, aphasiques. Il y a des personnes qui sont très timides, sans que ça soit pathologisé. Il y a des personnes qui peuvent s'améliorer, qui peuvent avoir un langage très châtié, qui peuvent savoir écrire bien sans bien parler, ou inversement. Il y a beaucoup de choses, alors souvent on réduit ça à des clichés. Pour une anecdote, il y a 3 mois d'ailleurs à Montparnasse, j'avais croisé le moine Mathieu Ricard, à qui j'avais dit j'ai le syndrome d'Asperger, il m'a dit mais vous parlez. Je ne sais pas s'il a mis ça sur le compte de Bouddha. Et d'ailleurs, j'avais croisé aussi, mais je ne veux pas trop le mettre mal à l'aise, un autre jeune homme qui fait du piano, et que je remercie d'être là par la même occasion. À la même gare Montparnasse, ce même jour. Et moi j'ai 29 ans, pourquoi on me dit que je fais un peu plus vieux, c'est peut-être justement le piano qui m'a donné quelques rides, ou inversement, et qui m'a empêché de trop vieillir, parce que je trouve que ça permet aussi de garder une part d'enfance. Et l'autisme, pour moi, d'une certaine manière, c'est l'enfance, au sens noble du terme. Alors c'est pas des termes médicaux en l'occurrence, je pense qu'un docteur tiquerait sur ce genre de définition, je dirais c'est un peu court. Certes c'est un peu court, mais je pense qu'on peut commencer par là, dire que l'autisme c'est une forme de pureté, d'innocence, qui refuse de se compromettre, de se corrompre dans une société, dans un environnement qui fonctionne par implicite, par code, mais il refuse par nature, c'est presque pas par choix, c'est presque que la personnalité n'est pas formée de manière à ce qu'elle s'adapte à cet environnement, malheureusement, souvent délétère et illisible pour une personne que j'estime normalement constituée, à savoir une personne autiste. Souvent, certes, il peut y avoir des compromis, des compromissions, d'ailleurs, étymologiquement, c'est voisin, à faire pour arriver à composer dans un biotope donné. Mais une personne autiste ne sait pas faire ça, et a priori de façon plutôt très défendable, de façon plutôt très légitime. Malheureusement, ce qu'on appelle
l'inclusion aujourd'hui, qui est un terme plutôt très en vogue, très politiquement correct, ne correspond pas à grand-chose. Ou alors, s'il correspond à quelque chose, j'ai plutôt l'impression que c'est faire inclure non pas la personne en tant que ce qu'elle est, en tant que personne autiste, avec sa génétique, son capital humain, sa personnalité propre, mais la faire inclure selon des normes qui sont celles d'une société souvent corrompue. Et en l'occurrence, moi, bon, parfois, il m'arrive en tête d'évoquer, comme lors de la colonisation, on allait dire à des personnes qu'on leur faisait intégrer un système occidental, on allait les éduquer, alors que elles avaient leur façon de vivre qui était tout à fait respectable et on n'aurait pas dû agir à leur endroit avec tant d'ethnocentrisme, puisqu'il me semble que c'est le terme adapté. Et puis souvent, c'était aussi pour prendre dans les ressources de ces personnes. En l'occurrence, dans la colonisation, ça pouvait être des mines d'uranium, des puits de pétrole, mais chez les personnes autistes, a priori, il y a aussi, et peut-être qu'on a découvert il n'y a pas longtemps, pas mal de ressources intellectuelles, artistiques, numériques, qui peuvent plaire à des personnes, à des employeurs, dans la minorité qu'ils considèrent comme étant productive entre ces individus. Voilà. Il y a aussi des personnes comme moi qui font des phrases très longues. Souvent, effectivement, le langage peut être châtié, mais le vocabulaire a tendance à vouloir être trop précis, voire on appelle ça pédant parfois, c'est peut-être un peu péjoratif. Et personnellement, moi, pour être plus spontané, il est rare que je prépare, sauf quand je ne dois absolument pas me prendre les pieds dans le tapis et que je prépare les conférences pour garder quand même une fraîcheur, une spontanéité. C'est la même chose au piano. D'ailleurs, je pense que ce que je faisais en ne travaillant pas, c'était comme, entre guillemets, un acte manqué volontaire. C'était quelque chose que je voulais préserver, la pureté de la musique, sans avoir à la retriturer dans plusieurs sens et que ça en devienne abstrait, que ça en devienne qu'une partition dont je serais le robot interprète. Et j'ai voulu, quitte à ce que ce soit imparfait, garder cette fraîcheur dans l'interprétation des morceaux. Pour moi, c'est quelque chose d'assez essentiel. On ne peut pas tout avoir, on ne peut pas être un excellent pianiste, un excellent musicien, un excellent arrangeur, compositeur à la fois, conférencier, tenir la scène, avoir des capacités administratives. C'est absolument, je pense que ce sont des rôles séparés. Et chez une personne autiste, souvent, il y a ce qu'on appelle un îlot d'aptitude. Un îlot d'aptitude, c'est un endroit intellectuellement, artistiquement ou scientifiquement où elle va exceller, mais malheureusement, elle est presque monomaniaque de cette passion-là. Et elle n'arrive pas forcément à transmettre, à se vendre, puisque son secteur dans lequel elle arrive à s'épanouir, c'est une niche hyper florissante dans ce qu'elle arrive à en ingurgiter, à en faire ressortir. C'est inépuisable. Parfois, dans des trous de souris, on arrive à faire un travail de fourmi où va jaillir, même à la base d'un atome, quelque chose qui va être magnifique au microscope. Et souvent, une personne autiste, elle choisit un terrain, entre guillemets, microscopique, sur lequel elle va faire des recherches sans en finir. Et ça, c'est difficile à intégrer, à vendre professionnellement. Et encore, quand la personne arrive à avoir un environnement et qui la porte, souvent, malheureusement, les parents peuvent être dépassés par cet enfant qui est atypique et qui n'arrive pas forcément à cerner, à faire comprendre au milieu scolaire, au milieu estudiantin, au milieu professionnel. C'est d'une certaine manière une anarchie personnelle. Je crois d'ailleurs qu'on parle de fourmi anarchique pour
dire qu'en dehors d'une fourmilière, parfois il peut y avoir des fourmis qui font leur travail toutes seules à part et qui développent quelque chose, un écosystème, un biotope tout à fait cohérent, mais à l'échelle que d'elles-mêmes. Je trouve ça personnellement fascinant et quelque part beaucoup plus fascinant qu'une fourmilière dans laquelle on s'y perd. D'ailleurs, j'aime bien l'expression idiomatique, donner un coup de pied dans la fourmilière. Il faut d'ailleurs savoir que paradoxalement, souvent les personnes autistes ne comprennent pas les expressions idiomatiques parce qu'elles comprennent les choses au premier degré, terre à terre. D'ailleurs, je dis terre à terre, coup de pied dans la fourmilière, je devrais le comprendre au sens effectivement que c'est une fourmilière qui est dans la terre. Mais voyons, j'arrive à faire des rapprochements. Il y a ce qu'on appelle une pensée en arborescence, c'est-à-dire que ça ne finit pas de faire un lien d'une expression, d'un mot, d'un thème à un autre. Voilà, c'est bien après, c'est aussi une qualité pour assurer une conférence en improvisant. La pensée en arborescence, c'est quelque chose de très intéressant, mais qui parfois fait faire des digressions dans un cadre scolaire qui n'encourage pas forcément à la créativité. Et ces carcans-là, ces méthodes-là, les personnes avec autisme, bien qu'elles soient brillantes, n'arrivent pas forcément à les intégrer. Et ce n'est pas un mal en soi, bien que, s'il y a l'avenir, elles sont amenées à faire des rapports, des choses normées pour des entreprises. Elles peuvent en faire trop, être passionnées par un travail, ne pas gérer leur temps, mais pour autant, elles peuvent, et c'est en ça que l'inclusion peut avoir un tant soit peu de vertu dans leur gestion du temps, dans leur gestion de l'appréhension d'un problème entrepreneurial. Voilà. L'hypocrisie de la notion d'inclusion, pour moi, elle s'exprime déjà en une statistique très frappante. À votre avis, quel est le pourcentage en France de personnes autistes qui ont un travail? 5%. 5%. Quelqu'un d'autre a une idée? Oui, 2%. Quelqu'un d'autre a une idée? 80. 80 devraient en avoir un, même 100 devraient en avoir un, mais non, effectivement, il n'y a que 2%, mais 100% c'était proche. Il n'y a que 2% de personnes autistes qui ont une vie professionnelle. Moi, j'ai un métier un peu particulier, à savoir que pianiste, c'est pas un contrat de travail qui va durer sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois, sur plusieurs années. Ce sont des cachets ponctuels. Donc, en fait, souvent, c'est des contrats qui doivent être adaptés sur mesure dans la dentelle pour des situations qui sont différentes à chaque fois. Donc en même temps c'est passionnant, mais il y a souvent beaucoup à refaire. D'ailleurs au passage, je rebondis sur cette apostrophe pour dire que administrativement je cherche quelqu'un qui puisse m'aider à faire ce qu'on appelle des CUSO, des PAE, tous ces termes qui sont de l'hébreu pour moi et auxquels ne comprennent pas plus grand-chose d'autres personnes sur le même spectre que moi, parce que souvent, malheureusement, des personnes autistes peuvent être abusées, et d'autant plus sur des métiers particuliers comme ceux-là, où déjà des personnes autistes, non autistes le seraient aussi. Voilà. Ce que je peux évoquer d'autre part, c'est l'espérance de vie d'une personne autiste en moyenne. Est-ce que vous avez un ordre d'idée, un ordre de grandeur? 50 ans. C'est une vie normale. Pourquoi? Non. C'est une vie normale au sens où effectivement on devrait avoir la même espérance de vie qu'une autre vie, mais non, l'espérance de vie statistiquement n'est pas la même. 50, 60 ans. Effectivement, oui, c'est 54 ans précisément, 54 ans, vous étiez proche de ça. Et mais en fait, ça c'est quelque chose dont on parle moins. Ce sont pourtant des chiffres validés et plutôt percutants, mais qui résonnent pas forcément dans l'inconscient collectif. Et je trouve ça dommage. C'est en fait le système immunitaire, quelque part, qui se défend pas assez au bout d'un moment où l'exclusion devient trop marquée, devient trop stigmatisante pour la personne qui en est victime.
l'isolement, je ne pense pas que je vous l'apprenne, d'ailleurs je pense que chez les personnes qui sont sans abri, il y a non seulement le froid, mais il y a aussi l'isolement qui précarise et qui fait que la vie est beaucoup moins tenable sur la durée. Effectivement, cette situation de handicap qui est jumelée à une circonstance aggravante, à savoir la mise à l'écart, l'isolement, fait que la personne, d'une certaine manière, se laisse mourir. Son organisme, du moins, le fait pour elle, parce que, et puis, il y a aussi des suicides en soi. Il y a un taux élevé de suicide plus fort chez la population de personnes autistes que chez la population de personnes non autistes. Voilà. Le corps, les organes s'usent plus vite à cause de la surcharge émotionnelle, du coup. Oui. Comme mourir d'un chagrin d'amour, quoi. Oui, effectivement, le syndrome du cœur brisé, mais là, effectivement, l'angoisse ronge vraiment, mais au sens propre du terme, le système immunitaire d'une personne qui y est trop souvent confrontée. Alors, personnellement, de mon côté, ça vous laisse dubitatif. Oui. Moi, je me dis qu'on va mourir jeune à la fin. Du coup, il y a plusieurs formes d'autisme alors. Oui, degrés différents. il y a plusieurs formes d'autisme avec des degrés différents sur le plan de l'indépendance, de la faculté à aller vers l'autre, à s'améliorer avec une marge de progression selon les profils. Tous les profils peuvent être intéressants, mais ils sont plutôt très différents. Et même parfois, il est critiqué que le syndrome soit porté sur des symptômes de plus en plus légers. Tellement, après, beaucoup de personnes peuvent faire des projections, se sentir concernées, alors que, mine de rien, en fait, c'est un handicap en tant que tel qui doit être pris au sérieux et pas forcément être dilaté à l'échelle de n'importe qui se dit « Ah ben tiens, ça me ressemble, qui fait son marché un petit peu dans les symptômes. » Voilà. Donc il y a beaucoup de formes d'autisme, effectivement, mais il y en a peut-être aussi moins, on ne le croit, du moins de manifestations concrètes. Oui. Alors il y a les deux excès. Il y a ce que je viens d'évoquer, à savoir des personnes, parfois il y a un surdiagnostic, des personnes aussi qui s'autodiagnostiquent, ou des personnes qui sont pas forcément adaptées à ce syndrome, mais qui en ont appris, entre guillemets, la teneur et qui ont internalisé ça presque comme par mimétisme. Et il y en a qui sont sous-diagnostiqués parce que les médecins, les psychiatres, les psychologues n'identifient pas cette terminologie de façon complète. Ils ont vaguement entendu parler, ça n'a pas forcément fait partie de leurs études jusqu'ici, et du coup, effectivement, ils apparentent ça à de la psychose, à du stress, à des choses secondaires qui leur fait faire en soi une erreur médicale, à savoir une erreur de diagnostic. Regrettable. Mais souvent, effectivement, il peut y avoir des personnes autistes qui s'ignorent autant que des personnes qui ne sont pas autistes qui se déclarent abusivement comme telles. Personnellement, j'ai été diagnostiqué dans un centre ressources autisme. A priori, c'est le genre d'établissement qui pose des diagnostics de façon fiable, enfin du moins officielle. Et pourtant, il n'y a pas toujours des bons éléments dans ce genre de structure. Des bons éléments sur le plan du personnel, de l'équipe médicale. C'est pas toujours malheureusement des personnes bienveillantes. D'ailleurs, je trouve que ça devrait s'appeler plutôt un centre de recherche sur l'autisme plutôt qu'un centre de ressources. Parce qu'il n'y a pas tant que ça de ressources. Ce ne sont pas des structures qui vont accompagner, qui vont orienter. Ce sont presque des personnes qui vont identifier, poser un diagnostic presque statistique pour être à la page de la population, mais pas forcément être dans une dynamique à aider les personnes d'être mieux en phase avec leur environnement, avec leur avenir, et les soigner au sens en prendre soin. Voilà, parce que c'est pas une maladie en soi, l'autisme, c'est un handicap qui peut être léger ou sévère, mais ce n'est pas considéré, au sens strict du terme, comme une maladie. Voilà. Je ne sais pas si déjà vous avez des questions, je peux continuer, je peux encore aborder des choses et d'autres, oui, je vous en prie. Monsieur, vous êtes admirable, voilà, je voulais vous le dire. C'est gentil. Est-ce qu'il existe des formes de crise d'autisme?
Oui, bien sûr. Alors, des crises d'autisme, au sens où on devient autiste quelques instants parce qu'on fait une crise, peut-être pas. J'ai déjà croisé plusieurs personnes Oui. atteintes de l'autisme, mais on m'a toujours dit va doucement avec cette personne-là, ne la brusque pas trop, elle peut faire une crise, mais qu'est-ce qu'on appelle une crise? Une crise autistique, c'est comme... Une dépression, c'est une angoisse. C'est comme un burn-out émotionnel, mais qui est socialement effrayant, si je puis dire. Un burn-out, comme on l'entend chez des personnes dites neurotypiques, à savoir qui ne sont pas porteuses d'autisme ou de différences psychiques, encore, d'une certaine manière, ça se gère, elles peuvent donner le change, elles peuvent être dans une dynamique de composition avec leur environnement, montrer qu'elles ont des gros signes de fatigue et qu'elles craquent pas au point qu'une personne autiste va être dans quelque chose qui est vraiment au bord du suicide, de la crise de nerfs, d'un accès furieux ou d'un accès de tristesse qui se matérialise, qui se concrétise en des mouvements désordonnés, en quelque chose qui va vouloir trouver une solution de façon impulsive en s'en prenant à des objets, pas spécialement à des êtres humains. Parfois on en fait, il peut y avoir quelques exemples, mais c'est effectivement une crise autistique, quelque chose qui dépasse l'émotion de la personne, un effet cocotte-minute, qui fait que vraiment elle est dans un état d'ébullition tel qu'elle n'a plus accès à l'altérité, comment elle peut percevoir la façon dont elle exprime ça, et c'est presque contre-productif, ça la dessert. Malheureusement, c'est peut-être aussi pour ça qu'on peut avoir peur, alors qu'en soi c'est inoffensif. La personne autiste qui fait une crise, je mets quand même un point d'honneur à le dire, ce n'est pas quelqu'un de dangereux. On peut peut-être la mettre en contention dans des hôpitaux psychiatriques, mais c'est pas forcément la bonne manière de faire. Je pense qu'il y a des mots, des façons d'être qui peuvent être apaisantes, et si on connaît un tant soit peu la personne en amont. Je ne sais pas après si je réponds à votre question.